voici donc arrivés au premier module dans lequel on abordera directement la thématique de la crypto-monnaie. Ici, on va parler des fondements de la crypto-monnaie. C'est très important quand tu es dans un secteur d'activité d'en comprendre la genèse. D'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce qu'on fait la crypto-monnaie? Pourquoi est-ce que ça a une aussi grande popularité? Pourquoi est-ce que l'engouement autour de la crypto-monnaie, de la blockchain est aussi grande? Quel est l'ADN de la crypto-monnaie? J'aime bien expliquer cette partie-ci en prenant cette image. Parce qu'ici, ça nous montre clairement que la crypto-monnaie, qu'on voit ici tout à la fin, est tout simplement un nouveau cycle de l'histoire. Parce que l'histoire se répète toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose qui se reproduit toujours et toujours, juste de façon adaptée à l'époque. Et ici, on voit barter, c'est le troc, ça signifie le troc. C'était une époque où les individus avaient réellement la souveraineté sur leurs avoirs, sur leurs biens. Ça veut dire que moi, par exemple, si j'élevais des chèvres, j'avais une chèvre et j'ai besoin du légume. Je prends simplement ma chèvre, je la donne au producteur de légumes. Lui, il me donne un peu de légumes en retour. Et là, chacun est content. Chacun va manger la chèvre et le légume. La valeur s'est transmise d'une personne à l'autre, proprement. Mais on constate très rapidement qu'il y a un problème. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir envie de la chèvre. Ou peut-être, moi, je peux avoir envie des bonbons. Et puis, le producteur de bonbons, lui, ne veut pas mes chèvres. Ou pire encore, le village voisin peut ne pas manger les chèvres. Peut-être dans le village voisin, la chèvre, c'est interdit. Et là, j'aurai des problèmes si je commence à voyager dans ces autres villages-là. Ce qui fait que les hommes ont très vite réfléchi à une solution commune. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire, ou bien qu'est-ce qu'on peut trouver qui satisfasse tout le monde. Et le choix a donc été porté sur l'or. L'or parce que l'or est assez rare partout dans le monde entier. L'or est précieux. L'or, on peut vérifier son authenticité en faisant fondre ça, etc., etc. Dans tous les cas, l'or a été choisi. Et avec le temps dont ça a évolué, c'est passé des lingots d'or aux pièces d'or, au métal. Maintenant, c'est à partir d'ici que l'histoire a totalement changé. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que les personnes ont des difficultés à transporter des grandes quantités d'or. Parce que imagine les marchands, un grand marchand, quand tu dois aller au marché, le jour du marché, c'est compliqué. Il doit prendre les chevaux avec les charrues et tout, transporter ces grosses quantités d'or. Il est vulnérable parce que les bandits voient directement et puis savent que, ok, ici c'est probablement de l'or. Surtout qu'on sait que c'est un grand marchand. Aussi, ça pèse. L'or pèse. Ce qui fait que même transporter ça d'abord n'est pas facile. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que certaines personnes très intelligentes ont donc trouvé une idée ingénieuse. Ces personnes se sont placées au marché. Elles sont allées sur les places de marché là. Elles ont construit des petits hangars comme ça. Donc, ces gars ont construit des hangars au marché directement. Et ont donc proposé un service simple aux personnes qui venaient au marché. Elles ont dit, vous n'avez pas besoin de prendre tous les risques de marcher avec votre or partout, de porter ça, quitter. Parce qu'avant, les marchés étaient centraux, donc les gens quittaient des villages lointains pour venir au marché. Et là maintenant, ces messieurs proposent donc aux personnes de laisser leur or directement au marché. Parce que l'endroit est sécurisé. Donc, tu viens, tu laisses ton or là-bas, et on te signe un bout de papier. On te signe un bout de papier. Monsieur Zangué a déposé 10 kilos d'or. On signe sur le papier, tsac, tsac, on met le cachet, boum, boum, boum. Et on me remet ça. Moi maintenant, je peux rentrer à la maison avec mon papier plié dans ma poche. Et le jour du marché dont je reviens là-bas, je leur donne leur papier et ils me remettent mes 10 kilos d'or. C'était ça l'idée. Très simple, très ingénieuse et super efficace. Parce que les personnes, ça les aidait vraiment. Et maintenant, ce que je te raconte là, c'est une vraie histoire. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il ne faut pas croire que c'est un conte de fées, non. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les personnes qui ont des hangars là, c'est-à-dire les personnes qui récupèrent l'or des gens,
se rendre compte que mais, les gens ne viennent pas toujours récupérer toute la somme. Les gens ne viennent pas toujours récupérer toute la somme. Ça veut dire que si 100 personnes viennent déposer leur or, il y a peut-être 60 personnes qui vont venir récupérer ça le jour du marché. Et là, ça donne les idées à ces personnes. Les personnes se disent, mais ça veut dire que les papiers qu'on signe aujourd'hui, tu as déposé 10 kilos là. En réalité, on peut fabriquer plus de ces papiers. On peut fabriquer plus de ces papiers. Parce que de toutes les façons, tout le monde ne vient pas récupérer. Donc si sur 100 personnes, 60 personnes viennent récupérer, ça veut dire qu'on peut fabriquer 40 papiers en plus. Pourtant, l'or là n'existe pas. Et on va donc prêter comme ça l'or des gens qui est là, mais qui ne vont pas venir chercher. C'est comme ça qu'ils ont commencé à jouer un peu avec le truc. Et c'est devenu dangereux. Parce qu'avec le temps, ils ont pris de plus en plus goût. Et quand les gens ont commencé à suspecter un peu, les personnes ont voulu récupérer leur or. Et là, j'ai sauté quelques parties de l'histoire parce que ces hangars-là, ces comptoirs qui commençaient à garder l'or des gens, on les appelle les banques. On les appelle les banques. C'est comme ça que les banques sont nées, de cette idée-là. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des banques sont des banques privées. Même les banques centrales sont majoritairement privées. C'est parce que ça part de là. Ce sont des business qui sont créés. Et avec la création des États, la centralisation, l'hypercentralisation, les États et les banques ont été contraints de travailler en étroite collaboration. Et jusqu'à aujourd'hui, on remarque donc cela. Les banques jouent toujours le même rôle qu'elles jouaient par le passé. Mais là où les choses ont radicalement changé pour les êtres humains, c'est que quand les personnes ont commencé à vouloir récupérer leur or, les États ont commencé à vouloir récupérer leur or, parce qu'à un certain moment, même les États gardaient leur or dans ces banques-là. Qu'est-ce qui a été fait? Le président Nixon, aux États-Unis, dans les années 1979, a tout simplement dit il n'y a plus aucune parité entre l'or et l'argent papier. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les papiers que les gars signaient là, c'est ça qui a évolué jusqu'à devenir l'argent papier. Donc comme ils signaient comme ça, la technologie a évolué, ils ont commencé à sécuriser ça, ils ont fait ça jusqu'à ce devenir les billets de banque. Donc les billets de banque que tu as dans ta poche aujourd'hui là, c'est tout simplement la représentation du vrai argent, le vrai argent qui est l'or. C'est ça en fait. Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, tu as l'or d'une valeur de l'argent papier que tu as en poche. Mais maintenant, en 1979, le président Nixon a donc décidé de décorréler l'or avec l'argent. Décorrélation totale entre l'or et l'argent. Et là, ça fait en sorte qu'on peut produire autant d'argent papier qu'on le veut, même si la quantité d'or n'augmente pas réellement. Et ça, c'était le début de tous les problèmes de l'humanité en termes financiers. Parce que le faisant, on produit comme ça beaucoup plus d'argent que de richesses réelles. Parce que l'or permettait de mesurer l'évolution de la création de richesses dans le monde entier et de contrôler ça. Parce que pour trouver l'or, il faut creuser de plus en plus profond. C'est de plus en plus difficile. Et ça va donc permettre comme ça de contrôler l'évolution de l'économie. Mais quand on a dit plus de rapport entre l'argent papier et puis l'or, boum, là ça a été un gros problème parce que maintenant on imprime l'argent à outrance. Même seulement en 2020, pendant la crise de Covid, on a imprimé, je crois, 3/4 de toute la somme monétaire présente. Je ne sais pas si tu imagines. Donc, s'il y a peut-être 100 millions qui sont présents aujourd'hui dans l'économie, on a imprimé 3/4 de ça encore, donc 75 millions qu'on a imprimé. Out of nothing, c'est-à-dire à partir de rien. Tu imagines ce que ça peut faire à l'économie mondiale d'imprimer autant d'argent à partir de rien? Ça explique tout simplement les inflations qu'on a. Parce que plus il y a d'argent, moins cet argent aura de la valeur. Et c'est comme ça qu'on explique l'inflation en fait. On nous dit souvent que l'inflation, c'est l'augmentation du prix des denrées alimentaires et tout et tout. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, c'est une définition politisée. La vraie définition de l'inflation, c'est la perte de valeur de l'argent. C'est l'argent qui perd la valeur parce qu'il y en a de trop, de trop, de trop, de trop. Et quand quelque chose est trop, ça perd sa valeur. On a même vu le cas au Zimbabwe, et en Somalie, je crois aussi en Syrie, où il fallait prendre une brouette de billets pour aller prendre un morceau de pain. Parce que l'argent a totalement perdu sa valeur. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et
Avec le temps, donc, l'argent papier a évolué. C'est devenu les cartes de crédit, c'est devenu l'argent électronique avec le mobile money, avec les PayPal, etc., etc. Pour aujourd'hui, maintenant, devenir la crypto-monnaie. Et pourquoi ça devient la crypto-monnaie? Parce qu'avec les crises économiques successives, les êtres humains se fatiguent aussi. Les êtres humains ne supportent plus ces conditions. Et il y a des personnes parmi les êtres humains qui sont capables de créer un certain nombre de technologies. C'est toujours comme ça que les révolutions arrivent. Et les personnes se sont donc dit, ok, tout ça arrive parce qu'il y a de l'hypercentralisation. Les banques ont eu trop de pouvoir et ça a fait en sorte qu'elles en abusent. Pourtant, on peut fonctionner également de façon décentralisée. On n'a pas forcément besoin d'une hypercentralisation pour que les choses fonctionnent. C'est là donc que, en 2008, après la crise des subprimes, qui a donc marqué comme ça la fin de l'ère de la centralisation, de l'hypercentralisation, un individu ou un groupe d'individus du nom de Satoshi Nakamoto a mis donc en circulation une crypto-monnaie, la première crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin. Donc le Bitcoin a donc vu le jour en 2009 avec la publication de son white paper. Et là aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2023 et juste quelques jours avant le 31 octobre, c'était le 15e anniversaire du Bitcoin. Donc le white paper du Bitcoin a été publié le 31 octobre 2009. Donc ça faisait 15 ans ce 31 octobre-ci. Et depuis lors, la crypto-monnaie a connu des évolutions incroyables. Parce qu'en 2009, on avait une seule crypto-monnaie, le Bitcoin. Mais aujourd'hui, en 2023, on en a des millions. Et l'écosystème est en pleine effervescence. Et c'est absolument merveilleux, c'est absolument incroyable de voir comment un écosystème se construit, de voir comment un monde se construit. C'est un peu comme les personnes qui ont assisté à la naissance d'Internet. C'était incroyable, parce que tout était saisissable comme opportunité. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La crypto-monnaie vient tout simplement dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Et cette affaire d'inflation, c'est tellement grave. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y aura des crises économiques à répétition. Les crises économiques sont des certitudes. La seule question qu'on se pose, c'est quand est-ce que la prochaine crise va arriver? Au cas où tu ne le sais pas. Aucune crise ne surprend les gens. Parce qu'on s'y attend. Le système est fait de façon à ce qu'on va aller de crise en crise. Et la crypto-monnaie vient donc résoudre ça. Parce que le Bitcoin, contrairement à l'argent papier, est une monnaie déflationniste. Ça veut dire qu'avec le temps, on a de moins en moins de Bitcoin, on a de moins en moins de crypto-monnaies. Ce qui fait que ça prend de la valeur. C'est pour ça que depuis 2009 que ça a été créé, le Bitcoin a pris des millions de pourcents. Quelqu'un qui avait investi juste $1 dans le Bitcoin, et là je prends juste le cas de la spéculation, juste $1 serait multimilliardaire en dollars américains aujourd'hui. Parce que le Bitcoin est passé de pratiquement $0, 0,004 $, à plus de 69 000 $ par pièce. Je ne sais pas si tu imagines. C'est ça la réalité en fait. Et le Bitcoin vient donc comme ça pour faire office de moyen de paiement pair à pair, de personne à personne. Donc plus besoin de passer par les banques centrales, plus besoin de passer par les banques commerciales, plus besoin de passer par les banques tout court. Je peux envoyer de l'argent directement à qui je veux, peu importe où la personne se trouve dans le monde entier. C'est ça la crypto-monnaie. Redonner la souveraineté financière à chaque personne. En permettant comme ça des transferts pair à pair, de personne à personne. Ceci étant dit, j'espère que tu as compris que c'est tout simplement un nouveau cycle de l'histoire. Parce qu'on revient à l'époque où l'individu avait la souveraineté financière, avait le contrôle total sur son argent, sur ses avoirs. Et c'est ça ici. C'est la même chose que le troc. Juste que comme on a évolué beaucoup avec la technologie, on ne peut pas recommencer à faire le troc. Donc ce qu'on fait aujourd'hui en tant que troc, c'est la crypto-monnaie. Parce qu'avec la crypto-monnaie, je prends tout simplement mon téléphone et j'envoie de la valeur à qui je veux. Exactement comme je le faisais lors du troc. C'est ça en fait le truc. Tu vois. Donc c'est très important de comprendre ça. Maintenant, on va aller dans un peu plus de pratique. Ici, on a fait quelques recherches au CIA et on s'est demandé quel est le taux de bancarisation au monde entier.
À quel point est-ce que les gens sont bancarisés? Et là, on a trouvé cette statistique-ci, qui date de 2021, mais les raisons vont être plus ou moins les mêmes, vu qu'ici, c'est quelque chose de vraiment macro. Et j'ai été tellement étonné de voir qu'au Maroc, plus de 70% de la population est non bancarisée. Est-ce que tu imagines ça? 70% de la population n'a pas accès aux services bancaires. C'est très grave. Surtout quand on sait que les deux secteurs d'activité qui produisent le plus de milliardaires dans le monde entier, c'est-à-dire la richesse dont on parle là, comme on entend là, pas les petites richesses, je parle de la vraie richesse ici. Pour être vraiment riche, les deux secteurs qui font le plus de ces milliardaires, c'est la finance et l'investissement. La finance et l'investissement. Et la finance et l'investissement, ça se passe avec les banques. Parce que c'est là-bas qu'on prend les leviers. C'est là-bas qu'on emprunte de l'argent pour travailler. C'est là-bas qu'on a des leviers exceptionnels. Mais maintenant, on te dit que 74% de la population, ou bien plus de 70% de la population dans un pays, n'a pas accès à ça. Tu ne vois pas que c'est grave? Tu ne vois pas que c'est grave? Ça veut tout simplement dire que plus de 70% de la population n'a aucune chance de devenir super riche. Mais où sont donc passées les mêmes chances au succès? Où est passée l'égalité? C'est grave. Et quand on regarde le Vietnam, près de 70%, l'Égypte, pareil, les Philippines, pareil, le Mexique, pareil, même le Nigeria, regarde le Nigeria, un grand pays, 60% de la population est non bancarisée. Le Pérou, la Colombie, l'Argentine, le Kenya, plus de 40% de la population non bancarisée. C'est grave en fait. Même la Chine, regarde la Chine où on pense que tout le monde est connecté là. Il y a près de 20% de la population en Chine qui est non bancarisée. Pareil en Inde, en Russie même. C'est grave. Ça veut dire que tous ces gens-ci n'ont même pas la chance de devenir super riches un jour. Et ici, il y a des pays qu'on n'a même pas classés. Moi, j'ai recherché par exemple pour le Cameroun. Le continent, le Cameroun, séparément, c'est 74% en 2022. 74% de la population qui est non bancarisée. C'est grave en fait. Et là maintenant, on est en mesure de se poser la question, pourquoi est-ce que les gens sont non bancarisés comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le système banquier, le système financier classique n'est pas accessible? Et là, on a poussé les recherches un peu plus loin. On a trouvé ces raisons-ci. Et juste pour que tu comprennes, quand c'est bleu, ça veut dire que la personne a cité ça avec d'autres raisons à côté. Donc je dis par exemple, c'est la raison A et c'est aussi la raison B. Là, on va mettre ça en bleu parce que j'ai cité plusieurs raisons. Mais si je dis, c'est la raison A, c'est pour ça que je ne suis pas bancarisé. Là maintenant, ce sera en rouge. Donc quand tu vois ici en rouge, ça veut dire que cette proportion de personnes, si ils ont dit sec, ils ont dit en un seul coup, avec une seule raison, qu'ils ne sont pas bancarisés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Not enough money. Ça, c'est la première raison. Les gens disent qu'ils ne sont pas bancarisés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils disent que je vais mettre quoi en banque. Ensuite, do not need an account. Je n'ai pas besoin d'un compte. Il y a près de 25% des personnes qui disent ça. L'autre dit family member already has an account. Ça veut tout simplement dire qu'un membre de la famille a déjà un compte bancaire, dont les gars se retrouvent à utiliser le même compte bancaire à la maison. Et après, maintenant, ça devient intéressant ici. Account too expensive. Le compte bancaire est trop cher. Et c'est là plus de 20% de la population. Ensuite, financial institutions too far away. Les institutions financières sont trop loin. Ça, c'est par exemple pour les gens qui vivent au village. Ils ont besoin de services bancaires, mais c'est compliqué parce que la banque est seulement en ville. Lack of necessary documentation. Je n'ai pas les documents nécessaires. Cannot get an account. Je ne peux pas avoir un compte pour une raison ou une autre. Lack of trust. Manque de confiance, dont les personnes n'ont pas confiance aux banques ni aux institutions financières. Et enfin, religious reason. On sait très bien que nos frères musulmans ne mettent pas leur argent dans n'importe quelle banque. C'est pour ça qu'on a des banques dites islamiques, là où ils vont mettre leur argent. Les banques qui n'investissent pas dans n'importe quoi, en fait. Maintenant, là où j'aimerais attirer ton attention, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, ça montre les limites du système financier classique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Account too expensive, les comptes sont trop chers.
les institutions financières sont trop loin. Je n'ai pas des documents nécessaires parce qu'on demande toujours des documents pour avoir un compte bancaire. Cannot get an account pour une raison ou une autre. Je n'ai pas pu avoir un compte. Et puis manque de confiance, je n'ai pas confiance au système. Ça, ce sont des raisons qui montrent à suffisance qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est la raison pour laquelle autant de personnes ne sont pas bancarisées, n'ont pas de chances de devenir riches de façon exponentielle. Si tu n'es pas bancarisé, si tu n'as pas régulièrement affaire aux banques, tu ne peux pas comprendre la puissance que ça représente. Il y a des personnes qui financent des projets à hauteur de milliards, juste avec les financements des banques. Ça veut dire que les gars mettent des milliards sur le terrain en termes de projets parce qu'ils ont les leviers bancaires. Et c'est ça qui fait de ces personnes des super riches. La finance, l'investissement. Et c'est très important. Je mentionne ça pour qu'on comprenne ça. Par la suite, je vais te montrer comment est-ce que la crypto-monnaie résout tous ces problèmes-ci. Et c'est la raison pour laquelle la crypto-monnaie est aussi autant adoptée. Parce que ça résout les problèmes de fond. Ça réduit les problèmes de base que les individus ont. Et ici donc, on a une autre statistique. Parce qu'on a poussé les recherches encore plus loin. On s'est rendu compte que la dette nationale a incroyablement augmenté depuis les années 1990. Et ici, regarde cette statistique-ci. Ça représente la dette des pays en termes de pourcentage du GDP, donc du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est tout simplement la quantité de richesse qui a été générée dans un pays pendant un an. On mesure ça généralement par année. Donc ici, quand tu vois par exemple le Japon qui a 92% d'endettement, ça veut dire que ces gars sont en faillite. Ils ont en dette 92% de ce qu'ils ont produit. Et regarde ce qui se passe en 2020, c'est-à-dire 25 ans après. La dette du Japon est passée de 92% à 254%. Ça veut dire que c'est un pays qui est en faillite, en fait. C'est un pays qui est en faillite. Parce que si aujourd'hui il faut rembourser les dettes, c'est impossible. On produit quelque chose, mais on a endetté à hauteur de 254%. Ça veut tout simplement dire que ces gars vivent sur la dette. Et ça revient au problème d'impression abusée de l'argent. C'est parce que ces gars impriment, ils impriment, ils impriment. Ils financent seulement, sans tenir compte de la quantité de richesse qui est produite. C'est ça, la conséquence du fait que la monnaie n'est plus corrélée à l'or. Regarde la Grèce. De 99% en 95. Comme je t'ai dit, c'est en 79 qu'on a décorrélé l'argent papier de l'or. Donc en 95, c'était grave, 99%. Et en 2020, 211%. Et la Grèce, ils ont fait faillite, le gouvernement a fait faillite parce que les banques les ont lâchés. Les États-Unis, 133%. L'Espagne, etc., etc., etc. C'est assez grave, tu vois. Et avec ça, on est condamné à passer de crise en crise, de crise en crise. La crypto-monnaie vient donc résoudre ça en disant non, on n'est pas obligé d'être dans un système aussi centralisé, on peut décentraliser. Et là maintenant, tu vois que les chiffres en témoignent. Les gens adoptent massivement la crypto-monnaie. C'est la première fois qu'une technologie, une révolution est aussi rapidement adoptée. En 2022, 425 millions de personnes, avec une adhésion de plus de 100 millions de personnes durant l'année 2022. C'est incroyable. C'est beaucoup. C'est rapide et ça va très vite. C'est la raison pour laquelle on doit s'y intéresser. C'est déjà très bien que tu t'y intéresses en suivant cette formation gratuite. Donc, avec ça, on comprend donc clairement que la crypto-monnaie a une mission à accomplir qui est au-dessus de faire juste des heureux millionnaires, des crypto-millionnaires. C'est vrai, c'est une conséquence très importante, le fait qu'on puisse gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie, mais ce n'est pas ça l'essence à la base. Tu vois que l'essence, c'est de redonner à chaque individu sa souveraineté financière. C'est ce qui est fait. Et ici, maintenant, on va terminer ce module-ci en expliquant ceci. Ça, c'est très important à comprendre quand tu vas dans l'écosystème crypto et blockchain. Bon, je ne vais pas aller dans trop de détails parce que les détails sont réservés aux formations payantes. Il faut quand même qu'il y ait une différence entre les formations gratuites, entre la formation gratuite et les formations payantes, parce que des personnes déboursent quand même des sommes conséquentes
pour suivre ces formations qui sont très très importantes, déterminantes même, et qui vont donc permettre comme ça aux personnes de se distinguer sur le marché. Donc cette formation gratuite, tu ne la prends pas comme étant la formation ultime qui va faire de toi un expert. Non, la formation gratuite, c'est pas, elle n'est pas là pour faire de toi un expert. Elle est là pour te donner les bases, pour te donner les fondements, pour te donner assez de motivation et de raison de passer réellement à l'action. Et passer réellement à l'action signifie entrer dans la cour des grands avec les formations payantes telles que les bootcamps ou bien la formation complète Crypto Initiation, qui deviendra très prochainement Crypto Pro. Crypto Pro. Ok, donc ça c'est la boussole de l'écosystème crypto et blockchain. Et ici, c'est un peu comme le baromètre. On appelle ça les cycles du marché, les cycles du Bitcoin. Et ces cycles-là sont régis par ce qu'on appelle le halving. Vu que le Bitcoin à lui seul totalise plus de 50% du marché. Ça veut dire que chaque mouvement du Bitcoin influence tout le marché. Et quand tu ne comprends pas ces cycles-ci, tu vas faire des erreurs incroyables sur le marché. Parce qu'il y a des gens qui viennent acheter en fin de cycle. Ça, c'est utopique. On n'achète pas en fin de cycle. Je vais t'expliquer. Les cycles sont donc régis par ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est tout simplement un événement mécanique dans l'algorithme du Bitcoin qui fait en sorte que la quantité de Bitcoin produite est divisée par 2. Donc, c'est divisé par 2. Et on est d'accord que si c'est divisé par 2, ça veut dire que de moins en moins de Bitcoin seront produits. Ça veut dire que le Bitcoin va devenir rare. Et quand quelque chose devient rare, ça devient cher, ça prend de la valeur. C'est ce qui se passe. Regarde ici, il y a eu un halving ici. Regarde la valeur, boum, 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 boum. Le Bitcoin a explosé de plus de 9500%. Ça, c'était en 2012. Ensuite, en 2016, parce que le halving a lieu chaque 4 ans. En 2016, on a eu encore un halving, boum, 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 3000%. En 2020, un halving, boum, 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 652%. Et maintenant, le prochain halving, c'est en 2024. Et là, nous sommes en 2023, attention, en novembre 2023. Donc, très bientôt, on aura encore un halving, ce qui va faire en sorte que le Bitcoin va prendre de la valeur et avec lui, comme ça, toutes les autres crypto-monnaies. Ça, c'est très, 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 très important à savoir. Et c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de bull run actuellement. Tout simplement parce qu'on se prépare à cet événement-là. Bon, ceci étant dit, on va passer au prochain module où on va parler des opportunités de la blockchain. On va parler des opportunités de la blockchain et voir comment est-ce qu'on peut les saisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dans l'écosystème crypto et blockchain? C'est ce qu'on verra dans quelques instants.